Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Splendor. Fred, c'est un champion suisse de 100 km en 2023, vice-champion en 2024, premier marathonien vaudois en 2025 avec un 2h36 à Tokyo, un palmarès qui impressionne. Mais c'est pas pour ça qu'il est là. Fred prépare quelque chose d'autre. Cet été, il va relier Monaco à l'Ukraine à la course. 4200 km, 140 000 mètres de dénivelé. 14 pays, 50 jours. Il va traverser les Alpes sur la Via Alpina, puis bifurquer vers l'Est en passant par les lieux de mémoire liés aux grandes tragédies du XXe siècle pour finir sa route en Ukraine, là où la guerre n'est pas encore terminée. Son projet s'appelle Courir pour unir. Et derrière la performance, il y a une récolte solidaire pour la population civile ukrainienne via la chaîne du bonheur. On va parler du projet, de ce qui l'a inspiré, de la logistique d'une telle aventure et aussi de son parcours de coureur, parce que pour comprendre pourquoi il fait ça, il faut comprendre qui il est. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Tes premières expériences du sport, ta découverte du sport, ça s'est passé comment ? Quand j'étais petit, j'ai essayé pas mal de sports. J'ai reçu un peu des photos récemment dans les albums familiaux, encore avec les vieilles photos qu'on colle dans l'album. Et voilà, j'ai fait un peu tout ce que les enfants ont fait, du vélo. J'ai vu des photos de moi en train d'essayer de tirer à l'arc, en train de faire du karting. Donc enfance plutôt standard. Ce qui a peut-être été moins standard, mais finalement il y avait quand même pas mal d'autres enfants qui le faisaient, parce que j'ai retrouvé des résultats de 1998 que j'ai encore sous forme papier à la maison, où en fait j'ai fait mes premières courses à l'âge de 5 ans. Donc je pense qu'avant de faire les premières courses, je devais déjà courir un peu avec mon père, un peu avec mon parrain, peut-être des fois avec les deux. Donc c'est peut-être la seule chose qui est sortie un petit peu de l'ordinaire, c'est que c'est peut-être pas un sport à première vue qui intéresse vraiment les enfants, parce qu'il n'y a pas vraiment cette notion de jeu, de foot, de balle à mettre dans un but. Mais moi je pense que ça m'a plu, quoi. Et du coup j'ai toujours continué après ce démarrage, parce que j'ai des résultats de 1999, 2000, les courses Tizé à Sion, je crois que ça existe d'ailleurs toujours. Voilà, j'ai encore des résultats 2001, 2002 avec ils appelaient ça le Grand Prix de la jeunesse. C'était des variantes plus courtes du Tour du Chablais pour les enfants, mais d'ailleurs qu'il y a toujours encore actuellement, vu que j'étais dans le Chablais. Donc voilà, j'ai pas mal fait ces petites courses-là. Et puis à côté de ça, j'avais la gym artistique que je pratiquais à Aigle-Alliance. Donc c'était 3 entraînements par semaine, à chaque fois 2 heures, dont le samedi matin, plus des fois où j'allais peut-être courir un petit peu à côté. Mais à ce moment-là, c'était quand même plus la gym, mon sport, jusqu'à ce que j'arrête la gym artistique, que je me disais, je vais faire la version un petit peu plus populaire. Et c'était les agrès à Montaix. Donc ça, j'ai continué aussi beaucoup d'années. Au total, je dois avoir une dizaine d'années de gym entre l'artistique et les agrès. Puis en même temps que ça, je faisais du rock acrobatique à Colombais, donc avec une partenaire, des compétitions. Donc j'ai toujours fait en tout cas 2 sports toutes les semaines depuis mon enfance, quoi. Et puis après, jusqu'à finalement mes 18 ans, où je pars du Valais, parce que j'ai fini mon CFC et je trouve un travail sur le canton de Vaud. Et j'avais plutôt presque 19 ans. Et là, du coup, plus possibilité de continuer la gym aux agrès à Montaix. Le rock, j'avais déjà arrêté parce qu'avec ma partenaire, on voulait plus continuer. Puis je me retrouve seul sur le canton de Vaud, proche de mon entreprise dans laquelle j'allais travailler. Et ça s'est fait tout seul, en fait. Je pense que j'ai racheté un peu du matériel de course. Et puis les soirs, après le travail, j'allais courir de temps en temps.
voilà, en essayant de me faire déjà un peu mes propres plans. Et puis comme c'était devenu mon unique sport à ce moment-là, donc on remonte quand même à 2011-2012, j'ai commencé de faire mes premières courses où j'ai fait ma première corrida bulloise. Euh, En 2011, j'ai fait mon premier semi-marathon à Lausanne. Vraiment des chronos anecdotiques, mais en même temps, voilà, je recommençais à courir en essayant de me faire moi-même ma structure. Donc franchement, j'allais à la découverte. Et puis après ce semi-marathon à Lausanne en 2011, je me suis dit direct, en 2012, le marathon. C'est un peu, voilà, c'est venu tout seul l'idée. Et puis du coup, 2012, je fais le marathon de Lausanne avec une préparation, autant bien qu'elle pouvait l'être quand c'est toi-même qui te fais ton plan et puis que t'as pas trop de connaissances d'entraînement. Et du coup, voilà, peut-être pas la meilleure structure, peut-être pas assez de volume. Et voilà, le premier marathon en 3h22, il me semble, quelque chose comme ça, à l'âge de 20 ans, tout juste 20 ans. Donc voilà un petit peu les prémices de tout ça. Puis après, ça s'est enchaîné avec plein de découvertes sur plein d'autres formats, distances, sports différents au fil des ans. Mhm. On va pas faire durer le suspense peut-être plus longtemps pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas encore eu l'occasion de reconnaître ta voix. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire qui tu es et d'où tu viens? Oui, c'est vrai, je me suis pas présenté. Merci Hugo. Écoute, déjà merci de l'invitation. Je t'ai pas dit merci. Plaisir. Moi c'est Fred Splendor et là j'ai 33 ans. Je dois toujours réfléchir parce qu'au final, les années elles filent. Mais ouais, 33 ans et au final, je suis coureur de 100 km de marathon. Premier marathonien vaudois en 2025, champion suisse de 100 km en 2023, vice-champion en 2024. Et puis là, dans le cadre du projet que je prépare pour cette année, je me suis remis au trail et ce retour se passe plutôt bien. Retour parce que finalement, il y a une dizaine d'années, je me suis aussi testé sur le trail. Puis sinon, à côté de ça, laborantin en chimie de formation et pompier professionnel également. Voilà pour ma petite présentation express. Effectivement, c'est express, mais c'est très très condensé. Si tu le veux bien, on va prendre le temps de décortiquer un certain nombre de choses que tu viens de dire, notamment en lien aussi peut-être alors avec le projet duquel on va plus longuement parler après, mais également peut-être déjà en termes de palmarès, parce que tu as un palmarès, ça fait rougir. En tout cas, moi, si je pouvais rougir, là je serais rouge quand même. Je suis très honoré d'avoir un champion des 100 km de Bienne, parce que déjà rien que le fait de dire 100 km, je suis épuisé. Tu as découvert la course à pied en étant jeune, ça c'est un fait, alors comme passablement de jeunes d'aujourd'hui, mais ça ne fait pas forcément de nous des multiples vainqueurs de course. Donc comment est-ce que ça s'est passé, ton rapport entre la reprise de la course à pied après les agrès et les premières victoires? Ou alors le moment où tu t'es rendu compte que finalement tu pouvais remporter les courses? Ça me fait des frissons quand tu me parles de tout ça, parce qu'en fait, quand j'ai commencé de courir justement en 2011-2012, que je me suis essayé sur plein de formats, j'ai jamais vraiment rien gagné j'ai gagné peut-être des petites étapes du Tour du Pays de Vaud. J'ai gagné un trophée du Nil en Égypte, mais bon, c'était un raid sur plusieurs jours, on était une vingtaine de participants, rien de très marquant. Et puis au final, après en 2017 un tour du monde, 2018 une traversée, après plus trop de compétition. Et au final en 2022, quand je me remets à la course et que je me réinscris pour mes premiers marathons parce que j'avais envie de revenir sur marathon, je vois que je fais un peu les mêmes chronos qu'avant que je stoppe un petit peu tous ces marathons. Donc finalement, je reviens à ce même niveau. Puis je me dis, tiens, ok, je vais essayer de progresser. Je fais encore un autre marathon sur la même année, je progresse. Et puis l'année d'après, donc 2023, fin 2022, je me dis, tiens, j'aimerais bien faire les 100 km de Bienne en 2023. Pareil, toujours sur la même lancée que 10 ans auparavant. Je me fais moi-même mon plan de course.
Morgane, donc ma compagne, elle me fait un plan musculation en pensant justement à qu'est-ce qu'allaient être les limitants pour une course de 100 km. Franchement, à la découverte, parce que c'est une distance qui est très peu connue, où ceux qui connaissent, ils partagent peu. Il y a très peu de science autour de cette distance. Et du coup, moi, je trouvais rien de bien marquant sur Internet. Donc vraiment, j'ai fait au feeling. Et puis au final, après le marathon de Tokyo 2023, où là, je l'avais fait en 2h36. 3 mois plus tard, je me lance sur les 100 kills de Bienne à la découverte. Et puis, je me suis dit qu'il fallait pas que je parte trop vite, vraiment en gestion. Et puis, au final, c'est une stratégie qui a payé parce que de fil en aiguille, j'étais pas premier au départ, mais je me suis retrouvé premier. Et du coup, j'ai pu quitter cette place jusqu'à la ligne d'arrivée. Et je gagne les championnats suisses de 100 km. Je deviens champion suisse, alors que c'était la première fois que je courais un 100 km. Donc, c'était un chouette souvenir. C'est pour ça que j'ai eu des frissons, parce qu'avant ça, j'ai rien gagné d'incroyable. Et puis finalement, ça a été un déclic quand même à ce niveau-là, parce que suite à ces 100 km de Bienne, j'ai pris un entraîneur. Et puis depuis, je j'arrête pas de progresser. Effectivement, ouais, avec encore une victoire dans le parcours 100K au championnat suisse du Mont Terrible il y a 1 mois et demi, donc félicitations. Merci, ouais. Donc je vois que la série quand même continue. Tu as parlé, on va brièvement y revenir, de ces 100 km de Bienne. Ça va quand même être un truc de dingue de se dire que tu te prépares pour une course sans forcément avoir... c'est pas sans forcément, en n'ayant absolument aucun jalon, aucun marqueur. Tu disais que ta compagne, elle est préparatrice physique, c'est juste? Ouais, exact. Donc, vous avez finalement réuni votre science ensemble de l'entraînement pour essayer de faire le moins faux possible. Donc, ça devait quand même être assez extraordinaire de se retrouver à un moment donné à cette première place-là. Comment est-ce que tu te sens quand tu es devant dans une course et que déjà, tu pars du principe en disant que tu commences peut-être pour la terminer, mais à un moment, tu deviens leader. Donc tu dis, peut-être ça va pas durer, mais à partir d'un moment, tu commences à y croire et tu dis, finalement, cette première place, je vais pas la lâcher. Ouais. Donc, tu avais déjà un plan en tête de cette course, ou le plan, il s'est construit au fur et à mesure des kilomètres? Ouais, comme tu dis, c'était vraiment une découverte de A à Z, aussi au niveau alimentation, aussi au niveau de l'équipe d'accompagnement. Donc il y avait ma compagne qui avait fait la préparation physique, mais j'avais aussi un ami physio qui essayait de me remettre un petit peu en état après les entraînements. Donc ça a vraiment été un gros travail d'équipe. Aussi mon médecin qui m'avait suivi, où je crois on avait fait des prises de sang aussi pour voir un petit peu les niveaux, etc. Donc c'était vraiment un travail, c'est un travail d'équipe, parce que finalement tu vois que seul... t'aurais pas pu faire autant bien, parce que sur les 100 km de Bienne, tu as aussi tes coachs vélo, donc c'est des personnes qui t'accompagnent durant toute la course. Certains font l'entier de la course avec leur coureur. Là, en l'occurrence, moi j'avais opté pour deux personnes, histoire qu'ils soient aussi plus frais les deux, puis que ça leur fasse moins long. Écoute, par rapport à la course... je savais qu'avec les chronos que j'arrivais déjà à faire sur marathon, que j'avais déjà une bonne endurance, mais après c'était très dur d'estimer le temps que j'allais pouvoir, l'allure que j'allais pouvoir tenir sur ces 100 km. Et j'ai pris un peu une allure à laquelle je me sentais bien, où je me disais là c'est facile, et je sais que sur la fin ce sera moins facile, mais que je pense pouvoir tenir. Donc c'était très théorique, où je me disais je vais essayer de tenir je sais plus ce que je m'étais dit, je crois 14 km/h, et du coup en gros 14 km/h ça faisait 7h08. C'était un petit peu ce que je m'étais dit en tête, et puis je suis parti sur cette optique là. Donc après quand j'ai vu que je rattrapais au fur et à mesure les coureurs, ou que certains avaient abandonné, puis que tout d'un coup on me dit t'es premier, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais en même temps, je savais que si je tenais ce rythme théorique par rapport aux autres années, j'allais être dans les premiers. Parce qu'il n'y a pas une énorme densité sur cette distance, elle fait peur. Donc il y a peut-être aussi moins de niveau que sur marathon, parce que forcément plus tu vas vers du long, plus ça fait peur, moins les gens peut-être ont du temps pour s'entraîner. Voilà, donc je savais que c'était une possibilité, et du coup moi je me suis juste fixé à mon allure, et puis en me disant on verra bien si c'est cette vitesse-là qui va me permettre de gagner ou pas. Puis quand j'ai vu que je passais premier, je me suis dit maintenant il n'y a plus qu'à tenir, quoi. Et sur la fin ça a été dur, mais comme tout le monde sur 100 km. Et voilà, magique, quoi. Magique, ça reste encore aujourd'hui un moment
un moment incroyable parce que ça a été vraiment un vrai travail d'équipe où j'avais pas d'entraîneur. C'était vraiment la récompense d'un investissement personnel et des proches autour de soi et de mon propre plan d'entraînement. Donc, ouais, ça fait vraiment plaisir. C'est un accomplissement carrément. Enfin, ouais, ça restera, je pense, très longtemps un des meilleurs souvenirs. À voir dans le futur qu'est-ce qui me réserve. Mais ouais, Qu'est-ce qui t'attend? Il y a encore des belles pages à écrire. j'espère, oui. Il y a encore des belles pages à écrire. T'as raconté qu'à l'issue de cette victoire-là, t'as pris un entraîneur, justement, parce que forcément, il y a presque, enfin, il y a une évidence où tu te rends compte que il y a déjà un titre potentiellement à aller défendre l'année d'après. Il y a un potentiel qu'il s'agit d'exploiter. Quels ont été les autres changements, s'il y en a eu d'autres, dans ton approche par rapport à l'entraînement et à la course? Mhm. Euh, non, je pense que c'est le principal changement en fait en 2023. Voilà, je me dis, bah, en fait, avec pas une énorme préparation et pas un énorme passé dans les années récentes, que j'arrive bah, à performer sur une distance nouvelle, je me dis il y a quelque chose à faire. Mais en fait, je me dis aussi ah, un peu zut, si je m'en étais rendu compte avant, peut-être que j'aurais pu faire bien mieux et bien avant. Mais bon voilà, ça c'est la vie. Et puis au final, tout ce que j'ai fait entre 2012 et 2022, on va dire, bah, c'est des expériences de vie. Et puis je regrette rien. Puis finalement, tout m'a construit et m'a amené à où j'en suis aujourd'hui. Donc, franchement, je pense aucun regret à ce niveau-là. Mais non, la principale différence, c'est la structure, c'est l'entraînement, l'entraîneur. Et du coup, une logique de progression au fil du temps, au fil des mois et au fil des années, des objectifs. Parce que finalement, maintenant, ça fait ben, bientôt 3 ans que je suis coaché. Et, euh, et ouais, en fait, c'est simplement ça la plus grosse différence. Après, j'essaye aussi de faire des prises de sang régulières parce que ben, en faisant jusqu'à 200, quasiment 200 km par semaine pour le marathon de Berlin l'année passée, bah, le corps il puise dans ses réserves et du coup j'essaye de faire attention à ça. Euh, donc ça c'est un aspect que je fais particulièrement attention et beaucoup plus qu'avant. La récupération aussi, où vraiment je fais attention de ne pas sauter aucun repas, d'avoir assez de glucides, d'avoir assez de protéines, d'être assez hydraté. Oui, tout ça, je fais bah, plus particulièrement attention maintenant avec des gros volumes et des grosses charges d'entraînement, plutôt qu'avant quand je courais 3-4 fois par semaine. Ouais. Mhm. J'entends le discours. Avec le recul, maintenant, j'ai eu quand même passablement de gens qui sont passés derrière mon micro. J'entends les mots d'un champion, de quelqu'un qui gagne, de quelqu'un qui s'entraîne pour gagner. Et puis, la raison principale en fait pour laquelle tu es là aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec de la compétition, avec le fait de gagner des médailles. Donc, j'aimerais bien que peut-être avant qu'on parle du projet, que tu me replonges en fait de la première graine qui a été semé et puis qui a fait que tu as voulu aussi courir pour changer les choses. Parce que courir pour changer les choses ou pour quelque chose de plus grand que sa propre satisfaction et puis pour juste avoir son nom écrit sur une tablette, c'est une chose. Mais courir pour les autres, pour un projet qui te dépasse, c'est quelque chose de magique, mais quand même potentiellement au détriment des chronos et des médailles et des podiums que tu peux encore faire. Parce que tu as l'âge de Christ, 33 ans, on n'est pas éternel. Donc, je me dis, il n'y a pas simplement de secret que j'ai besoin que tu me dévoiles aujourd'hui. Donc, commençons peut-être par la graine, pas philanthropique, mais la graine vers autrui déjà. Ouais. Bah, la graine vers autrui, ça fait je crois depuis toujours. Un des premiers souvenirs, bon, moi j'étais vraiment petit, c'est ma maman qui s'en rappelle peut-être le mieux, mais moi j'ai quand même un flash où assis devant la télé à 5-6 ans, donc ça correspond aussi un peu à l'âge auquel j'ai commencé de courir, où il y avait justement la chaîne du bonheur qui faisait une récolte pour la guerre dans les Balkans. Et là, ben, en l'occurrence, bah, je pense que j'avais vu les images à la télé d'enfants, de familles bah, dans le besoin d'aide.
Et j'avais regardé avec mes parents si je pouvais donner ma tirelire. Donc ça, c'était un de mes premiers gestes, je pense, en tant qu'enfant vers les autres, en me disant, ben ouais, nous, on a une maison, on n'est pas aisé, mais on a assez à manger, on a un abri, on n'est pas sous le feu des projectiles. Et puis, on peut aider des autres gens. Ils n'auront jamais connaissance de cette aide-là, mais en fait... c'est ça qui est beau en fait, c'est de venir en aide si on peut et puis qu'on a un petit peu quelques moyens de se le permettre quoi. Après ça pas comment dire, j'ai pas été un grand militant dans une association, mais j'ai fait des dons à plusieurs associations différentes. Au fil des ans, après certaines j'ai arrêté, c'était plus dans l'humanitaire avec Helvetas par exemple. Après j'en ai pris d'autres, il y en a certaines que j'ai toujours continué comme la Fondation Suisse pour les paraplégiques. Donc ouais, c'est des petites choses, mais finalement, des petites choses, c'est mieux que rien. Et puis aussi pendant mon tour du monde, je me suis dit, je fais un tour du monde, ça va être une expérience incroyable, mais je voulais pas que ce soit seulement un voyage pour moi. Je savais que j'aurais aussi peut-être un impact néfaste, on va dire, sur la planète, justement, en faisant ce tour du monde, en utilisant quand même quelques avions, juste pour mon propre plaisir. Et du coup, voilà, je me suis occupé d'une plage, nettoyé une plage au Costa Rica. J'ai aussi aidé dans un orphelinat d'éléphants au Sri Lanka parce que ça me tenait à cœur d'aider et les animaux et les gens et la nature. Donc j'ai réussi à faire un petit peu des trois pendant ce tour du monde. Les gens, ça a été les enfants près de New Delhi où j'ai travaillé dans une école. Leur apprendre l'anglais et puis passer un peu du temps avec eux. Puis en fait, c'était des missions qu'il fallait payer. Donc après, voilà, on ne sait jamais exactement l'argent, quelle partie va exactement à la cause. Mais j'ose espérer qu'il y a une partie qui était pour eux, pour les aider et puis parce qu'ils n'avaient pas grand-chose, quoi. Donc voilà. Puis après, il y a ma petite cousine qui a eu le cancer. Où il y a une association bien connue en Suisse romande, Zoé for Life, qui est venue en soutien à sa famille. Et puis là, quand elle a eu ça, moi je me suis dit, tiens, vu que Zoé for Life aide quasiment, ils aident directement, enfin il n'y a pas de formulaire de 15 pages à remplir pour venir en aide à une famille qui a ses enfants qui attrapent le cancer. Et du coup je me suis dit à ce moment-là j'avais une course ou deux ou trois, je sais plus, d'un format à peu près de 10 km. Il y en a une, c'était la Night Run de Morges. Je sais plus les autres lesquels c'était. Puis j'avais fixé un petit peu des paris sur mes chronos. Et puis ceux qui étaient le plus loin, je crois, ils devaient verser 10 francs. Et puis pour essayer de faire une cagnotte pour reverser en fait à Zoé for Life. Donc déjà à ce moment-là, j'ai essayé de combiner course à pied et les petites challenges sur ma performance pour aider des causes. Je l'ai aussi fait avec la Wings for Life World Run. La course sponsorisée par Red Bull où là déjà les frais d'inscription de tous les participants sont reversés à une cause, donc c'est les lésions de la moelle épinière et c'est de trouver des traitements pour les gens qui ont ces lésions. Et puis là moi dans le cadre de ces courses j'essayais de me surpasser, d'essayer d'aller le plus loin possible et puis je faisais des paris sur la distance à laquelle peut-être j'arriverai à atteindre durant la course. Ça a plutôt bien marché, j'ai fait ça une ou deux fois en récoltant quelques centaines. Mais voilà, c'est aussi les gens qui sont touchés peut-être par la performance et la cause. Et du coup, sans eux, ces défis, ils n'existeraient pas et puis il n'y aurait pas l'impact voulu, quoi. C'est un peu la même chose qu'avec mon projet de cet été. Donc oui, comme tu l'as dit, c'est sûr qu'un projet comme cet été, ça met en pause tout ce qui est performance, que ce soit sur un format marathon, 100 km ou trail. Mais c'est quelque chose qui est né l'année passée. Et puis, comme il est né l'année passée, et puis ça m'a quand même fait me sortir d'une situation difficile pour moi. En fait, j'ai voulu mettre toute l'énergie pour rendre ce projet réel et qu'il ait lieu cette année. Et au final, si ça met en pause 3-4 mois sur une année, c'est rien quoi, par rapport à l'impact que ça peut avoir sur la cause, de nouveau. Et le message, donc pour moi, ça a plus de valeur que faire un moins de 2,20 sur marathon, quoi.
parlons-en justement donc de ce fameux, on va peut-être appeler ça, alors, on parlait de graine avant, parlons de cette dernière graine au moment où finalement tu te dis ok, après avoir soutenu des associations comme Zoe for Life, que je salue encore ici pour tout le travail extraordinaire qu'ils font aussi. J'avais une fois couru le Villars Ultrax et puis je m'étais dit que je pourrais, justement, autre que la souffrance de la course, j'allais récolter des dons et puis Excellent. j'avais réussi à récolter 1500 francs, je Ouais, crois. bah c'est chouette. J'ai jamais retenté l'expérience, mais franchement, c'était vraiment génial de voir qu'il y avait des gens qui arrivaient à se mobiliser autour du sport. Et pour en revenir à ton histoire, donc il y a une intention, il y a un déclic. J'aime toujours la caricature du gars qui prend une immense page blanche et puis qui la met sur la table. Et puis tu prends le crayon, clac, et tu commences par quoi? La première chose, la création du projet, c'est venu d'un message d'un ami sur WhatsApp, quoi. Et à ce moment-là, il faut bien penser que je prenais du temps pour rien faire autre que perdre mon temps. Donc, jouer à l'ordinateur, voilà, c'était mon passe-temps quotidien. Oui, les gens qui m'écrivaient, peut-être je répondais de temps en temps, mais là, ils m'envoient une vidéo, ça veut dire que c'était du temps que j'allais prendre pour pas jouer. Et je l'ai pris, ce temps, et au final, d'avoir pris ce temps, et c'est un peu la vidéo qui a tout changé, parce qu'en fait, c'était une vidéo du PCT, la traversée des États-Unis, et c'est un athlète qui l'a fait en format course, en format record, performance. Et moi, je l'avais fait en 2018 en format randonnée autonomie, en 4 mois, avec un sac de 20 kilos. Puis au final, le côté performance et de revoir tous ces paysages et tous ces souvenirs, ça m'a fait sortir de ce mood dans lequel j'étais. Et je sais pas, ça a fait direct un déclic où je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est quelque chose comme ça que j'ai envie de faire. Et directement, je me suis dit, ouais, mais enfin, j'ai envie de faire ça, oui, mais enfin, pourquoi? Je peux me lancer dans ça, oui, je peux faire une performance, oui, mais en fait, un peu comme quand tu t'élances sur le marathon de Berlin, tu es une personne parmi 50 000, et puis c'est la Journée internationale de la paix, et en fait, c'est 50 000 personnes qui partent et qui visent leur propre performance sans penser pour les autres, parce qu'ils sont là pour eux, quoi. Ça, c'était une petite aparté par rapport au marathon de Berlin l'année passée, où j'ai fini avec deux drapeaux de communauté en guerre, ce qui a valu des échanges assez mouvementés sur les réseaux. Mais je m'égare, et du coup, cette vidéo, elle me rappelle tous ces souvenirs, et du coup, je me dis, ok, je crois que j'ai envie de faire la Via Alpina. La Via Alpina, parce que c'est en Europe, ça traverse toute la Suisse. Ouais, c'est proche, et en plus ça arrive par la Suisse, vu dans le sens que je vais faire, ça arrive par la Suisse, par le canton du Valais, d'où je suis né en fait, d'où je viens. Et je me suis dit, ouais, mais ça c'est bien joli, mais en fait je fais cette Via Alpina, puis je fais quoi d'autre? C'était pas assez. Il n'y avait pas assez de sens de toute façon, et puis je voulais faire plus que juste faire la Via Alpina. Et en fait, là, je me suis posé une question. En gros, j'ai envie de me surpasser, j'ai envie de faire un challenge, mais pourquoi j'ai envie de le faire? Pour quelle cause? Pour parler de quoi? Pour essayer de changer quoi? Et puis, le problème, c'est que, comme je l'ai dit avant, pendant mon tour du monde, moi, il y a tout qui me touche, l'environnement, le bien-être animal, les enfants sur Terre, certains qui n'ont même pas assez de quoi manger. Et puis, il a fallu choisir justement un peu cette cause. Puis je me suis dit, mais est-ce que je cours pour mettre en lumière un peu la santé de la planète? Puis après, j'étais là, ouais, non. Puis après, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui impacte tout ce qui est négatif, tout ce qui va pas sur Terre? Puis j'ai très vite trouvé, c'est la guerre, quoi. La guerre, ça amène que du négatif sur tous ces points-là, pollution, tristesse, décès, malnutrition, pollution, enfin, ouais, il y a rien, y a rien de bien, quoi. L'argent qu'on met dans la guerre, on pourrait le mettre à aider ceux qui en ont besoin, quoi. Et c'est des millions et des milliards qui partent pour ça, donc je me suis dit, ok, c'est parfait, enfin c'est parfait, non. Et il y a la guerre aux portes de l'Europe, je vais courir jusque là-bas, je vais courir jusqu'en Ukraine. Et du coup, je me suis dit, du coup, la Via Alpina, je vais pas la faire d'est en ouest, je vais la faire d'ouest en est.
Et une fois que j'arriverai à la fin de la Via Alpina, ben, je trace ma route et je cours jusqu'en Ukraine. Et là, je me suis dit, ouais, mais je trace ma route, enfin, je vais en ligne droite, je fais quoi? Puis là, je me suis dit, ben, l'Europe de l'Est, gros passé difficile lié à la guerre, lié aux horreurs de ce que l'être humain a pu faire à d'autres êtres humains. Et je me suis dit, bah, c'est impeccable. Impeccable, je sais pas si c'est le bon mot, mais je vais relier le passé au présent. Et en fait, le triste passé au triste présent, parce qu'on voit que ça se répète au fil du temps. Et du coup, je passe par des lieux de mémoire européens, certains connus, d'autres beaucoup moins. J'en ai trouvé presque une dizaine. Et en fait, c'est ces lieux de mémoire qui ont tracé mon parcours en Europe de l'Est. Donc, je vais pas du tout en ligne droite. Ça fait un peu des vagues. Et le but, c'est aussi de se recueillir et puis justement de parler du passé, de parler du présent et de se dire, en fait, est-ce qu'on pourrait pas faire mieux que s'entretuer et à la place, peut-être s'entraider. Et d'où le but du projet qui est une récolte solidaire. Ça aussi, j'ai dû choisir. Ça, c'est venu un peu plus tard parce qu'à la base, je voulais soutenir différentes causes par le projet. Puis au final, je me suis dit, non, je vais en Ukraine. C'est une population qui souffre depuis 4 ans. Du coup, j'aimerais bien faire une récolte pour la population qui souffre. Et j'ai trouvé une institution, mais j'ai aussi créé une association avec 3 autres amis. Et la récolte va se passer sur le site de notre association pour la faire vivre. Et puis ensuite, on reverse la plus grand montant possible à la chaîne du bonheur. Il faut juste qu'on puisse couvrir nos frais. Donc là, on a fixé un pourcentage, mais en fait, c'est bien joli de fixer un pourcentage. Ce pourcentage va dépendre du succès de la récolte. Parce que finalement, si la récolte a vraiment beaucoup de succès, on va pouvoir peut-être reverser 98% à la chaîne du bonheur. Si par contre, elle a très peu de succès, ça sera peut-être plus 93. Mais voilà, le but, c'est de pouvoir reverser le plus possible à cette cause. C'est quelque chose de vraiment admirable de joindre l'effort, les jambes, quelque chose, finalement le porteur du message. On voit le messager qui part de marathon jusqu'à Athènes avec la feuille d'olivier. Finalement, toi, tu vas porter peut-être un autre message avec une charrette. Running gag pourri, ça c'est en lien avec la publication. Mon poisson d'avril. Voilà, ton poisson d'avril. Mais c'est énormément de kilomètres, c'est un immense défi, c'est quelque chose d'admirable. Je pense qu'il y aura énormément d'émotions, d'introspection de ta part, mais pour les personnes qui veulent suivre ou pour les personnes finalement qui n'ont pas conscience ou notion de ce genre de défi-là, comment est-ce que vous avez prévu de le faire vivre à l'extérieur? Parce que finalement, c'est ça qui va faire le succès de cette démarche. Oui, exact. Effectivement, le projet, il va vivre par sa visibilité. Et du coup, c'est aussi pour ça que dans le projet, j'ai inclus une notion de performance. J'ai toujours été aussi attiré par la performance et je me suis dit, mais est-ce que je pourrais pas l'utiliser, cette performance, pour mettre en lumière une cause et que ça serve? Et du coup, sur la partie Via Alpina, étant donné que c'est un parcours reconnu, je vise un rythme très soutenu qui en fait ferait le record sur le nouveau parcours de la Via Alpina. Alors on peut parler de FKT pour les très connaisseurs, on peut parler de record du monde. Moi j'en parle pas trop parce que parce qu'en fait je m'impose plus un rythme difficile et ce rythme difficile mène à cette performance. Après, si j'y arrive pas pour X ou Y raison, ce sera de toute façon un rythme très soutenu, donc une performance. Donc c'est pour ça que je m'arrête pas à la notion de record du monde ou de FKT ou peu importe. Et donc le fait qu'il y ait cette performance, ça met un peu plus en lumière. Forcément, quand il y a une performance, les gens en parlent, les médias en parlent. Et du coup, ça parle du projet et du coup, ça parle de la récolte. Et donc, moi, si je vais aux médias et autres, c'est simplement pour ça, c'est pour faire vivre le projet et puis que la récolte, elle ait une chance de se produire, de se passer. C'est pas pour rien qu'avant cette année, les médias, je les ai jamais vus
Ils n'ont jamais su qui j'étais. J'ai toujours été dans l'ombre. D'ailleurs, au 100 km de Bienne, le titre, c'était un inconnu gagner 100 km de Bienne. Moi, ça me fait rire. Parce qu'effectivement, je suis un inconnu. Mais là, pour le projet, je dois sortir de l'ombre pour la cause. Mhm. Et Ah oui, du coup, comment tu m'as demandé en fait comment est-ce qu'il sera visible le projet? Il y a via les médias, ceux qui voudront suivre éventuellement pendant la traversée, au départ, enfin voilà, au départ, pendant ou après. Il y a via ma page Instagram, où il y aura des stories, des vidéos qui seront faites sûrement pas par moi, vu la taille des journées qui m'attendent. Euh, il y a également un groupe WhatsApp du projet où il y a en fait tous les gens qui ont participé parce que ce projet il peut avoir aussi lieu et ça c'est important de le dire, j'ai pas pu le dire dans mes précédentes interventions, ce projet il peut avoir lieu parce qu'il y a d'autres gens à qui ça a parlé et qui ont foi au projet, qui aiment le projet et qui croient aussi en moi et à mes compétences physiques j'imagine aussi et et c'est grâce à eux que ce projet peut avoir lieu, parce que c'est un crowdfunding, en fait, c'est un financement participatif qui a été fait pour couvrir justement tous les frais liés au projet. Et du coup, il y a ce groupe WhatsApp pour remercier toutes ces personnes-là, où eux, ils auront un peu plus d'informations, et puis eux, ils peuvent relayer aussi à leur famille. Donc il y a plusieurs axes. Il y a également sur Facebook, où je compte contacter des groupes de coureurs dans tous les pays que je vais traverser. Euh, Parce qu'en fait, la traversée, ça représente, on n'a pas parlé des chiffres, mais ça représente 14 pays. Il y en a déjà 8 en traversant toutes les Alpes. Et puis, alors, la partie difficile sur les Alpes, c'est que les gens, ils pourront difficilement m'accompagner, étant donné que ça se passe au sommet des montagnes, passer des cols, redescendre, remonter, pendant quasiment les 2000 premiers kilomètres. Après, sur l'Europe de l'Est, ça sera beaucoup plus facile. Facile pour l'équipe logistique, parce qu'ils pourront quasiment être à côté de moi, à l'inverse que dans les Alpes. Facile pour les gens qui veulent se joindre à moi, parce qu'en fait, j'invite tous ceux qui ont envie de se joindre pour quelques kilomètres à venir. Et du coup, je suis obligé de faire connaître le projet à ces gens qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas le projet. Et du coup, j'utilise Facebook pour ça, parce qu'il y a pas mal de groupes de coureurs dans tous les pays de l'Est. Puis je vais aussi essayer de contacter des médias dans ces pays-là, à voir après s'ils me répondent, si ça en parle ou pas. Également à Monaco, étant donné que c'est le départ quand même du projet. Donc voilà, il faut que je trouve un petit peu tous ces axes pour faire vivre le projet et faire parler de la cause. Il y a aussi peut-être un éventuel documentaire. Euh, mais ça, voilà, c'est une partie qui est gérée, on va dire, finalement pas par moi. Et ça pourra permettre de porter le message après coup, mais ça aidera peut-être pas forcément la cause en direct durant le projet, parce que le documentaire est toujours fait après, et la récolte sera peut-être terminée, mais le message pourra peut-être aller plus loin avec ce documentaire. Mhm. Voilà. J'attendais justement que tu parles de la partie documentaire parce que c'est un point qui est extrêmement sous-estimé. Donc on est toujours dans le présent. Comment faire en sorte pour ratisser un maximum de gens autour du projet, les fédérer. Mais arrive un moment où tu vas arriver à destination. Et comment est-ce que tu vas faire vivre et porter le projet par la suite? C'est par un documentaire. Oui, exact. Alors j'ai aussi pensé justement à l'arrivée. À l'arrivée, étant donné qu'on va quand même mettre normalement, si on peut, les pieds en Ukraine, et puis que l'argent de l'association Au-delà de l'effort, on voulait le reverser à la chaîne du bonheur. Moi, j'ai eu contact avec la chaîne du bonheur. On va voir si ça se fait ou pas, s'ils ont une personne là-bas qui puisse, on va dire, réceptionner l'arrivée du projet. Faire une petite cérémonie avec une remise d'un chèque en fonction de la récolte où elle se situera à ce moment-là. À voir parce que peut-être qu'eux ils ont personne. En fait, eux ils travaillent avec d'autres ONG qui elles sont sur place et qui travaillent sur place. Ouais, donc ça c'est pas encore sûr. Après, on peut aussi faire tout le trajet retour et puis revenir sur Genève et puis aller leur ramener le chèque à Genève. Enfin voilà, on va voir comment on fait ça, comment on rend vraiment le, le projet concret finalement, parce qu'il est concret avec l'aide apportée à ces gens. Et l'aide apportée à ces gens, elle est via la récolte
du projet. Il y a combien de personnes qui sont mobilisées autour de cette aventure? Ah, eh bien, pas mal, parce qu'au final, alors, j'ai mon entraîneur de course qui me fait mes entraînements de toutes les semaines en ce moment et depuis 3-4 mois. J'ai changé d'ailleurs d'entraîneur par rapport à avant quand je faisais du marathon et du 100 km. Là, j'en ai plus un qui est spécialisé sur les longues distances, ultra trail, projet un peu particulier. Donc, un entraîneur en tout cas de course, un préparateur physique, un préparateur mental. Donc, ça fait déjà 3. Ensuite, dans l'équipe logistique, j'ai 3 personnes qui m'accompagnent sur la première moitié. Donc, un kinésithérapeute, ma compagne, ma maman. Et sur la deuxième partie, on retrouve ma maman. Donc, c'est toujours la 6e personne, avec une physiothérapeute et un ami qui, lui, va sûrement pouvoir réussir à se libérer pour le projet. Donc, ça fait déjà 8. Ouais, 8 personnes. Après, bah voilà, j'ai aussi mon podologue qui est aussi dans le coup, ça fait 9. Euh, j'ai mon masseur, ça fait 10. Enfin, c'est vraiment, de nouveau, un monstre travail d'équipe pour essayer de mener ce projet à bien. Parce que je dis toujours essayer. Moi, mon but, c'est d'arriver au bout, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer pendant. Hein. On reste des êtres humains et il peut se passer 1000 choses. Moi, j'essaie de penser au maximum de choses et d'être le plus près possible. Mais voilà, il y a quand même des fois où il y a des imprévus. On verra. Et puis après, il y a l'équipe de l'éventuel documentaire que j'ai toujours contact avec. Eux, ils sont 2 en Suisse romande. Ils sont beaucoup plus en Suisse allemande, mais après, à voir si ils vont toujours travailler ensemble ou pas. En fait, c'est 2 sociétés de production qui travaillent ensemble. Mais j'oublie sûrement encore des gens, parce que finalement, tous les gens qui ont participé au crowdfunding, ils font partie du projet. Et là, il y a plus de 100 personnes, si je compte toutes les personnes qui sont venues au plus au repas de soutien. Donc ça mobilise déjà pas mal de gens. Puis toi, tu fais aussi partie du projet en m'invitant à ton podcast. il, y a, il y a aussi les différentes personnes des médias, des radios, les partenaires. Tous les partenaires, je les oublie. Le partenaire camping-car, BPM Campers à Montaix, qui fournissent le camping-car du projet. Donc là, c'est aussi plein de personnes que j'ai rencontrées justement pour fixer un peu l'accord. Il y a l'Institut Richelieu à Lausanne, c'est une école de français très réputée et qui font ça depuis, je crois, plus de 60 ans, qui ont justement des réfugiés ukrainiens dans leur mur, à qui ils apprennent le français. Il y a Volodalen, eux ils ont un laboratoire à Aigle, ils ont un laboratoire aussi à Crissier. Runwise, c'est ma structure de coaching justement qui me fournissent l'entraîneur, le préparateur physique et le préparateur mental. Puis il y a tous les petits partenaires, et ça ils sont tous sur mon site internet, je vais pas tous les citer, mais ouais non c'est vraiment, il y a presque 200 personnes qui y croient quoi. Ils sont mobilisés autour Ouais. de toi pour ce projet-là. Ouais. J'adore tout ce qui est technique, tout ce qui est logistique. Ouais. Donc finalement, on va dire que c'est une PME. On va imaginer que tu as construit quand même une PME pour parcourir ces 4000 km à travers l'Europe. Combien de mètres de dénivelé? Alors, 4200 km et 140 000 mètres de dénivelé si le tracé GPS dit juste. Donc ça fait 100 marathons en 50 jours, 2 marathons par jour. Il y a des fois le chiffre de 60 qui ressort parce qu'en fait, moi j'ai compté une marge. Je me suis autorisé 60 jours pour arriver en pensant justement aux éventuels pépins, soucis météo dans les Alpes, etc. Mais mon rythme visé, c'est 50 jours. Et du coup, 140 000 mètres de dénivelé, on s'en rend pas forcément compte ce que ça représente. Je m'étais amusé à compter en Everest, je crois que ça fait 17 Everest, enfin ouais, sur 17 Everest sur 50 jours, ça fait un Everest tous les 3 jours. Ouais, non, c'est des chiffres de fou. C'est des chiffres de fou, mais je trouve que c'est que des chiffres en fait. J'ai fait le dernier survivant en Valais là, samedi dernier. Le plus simple, c'est de pas regarder les chiffres. Puis en fait, si tu les regardes pas, tu finis ta journée. Puis tu as fait 100 km, 8000 mètres de dénivelé positif et négatif. Regarder trop les chiffres, c'est aussi se fixer des barrières, je trouve. C'est un peu comme sur marathon, quand tu commences à être un petit peu dans le dur, et puis tu commences à regarder ta montre au 36, puis en fait tu la regardes 3 minutes plus tard, puis tu es toujours à 36,8, puis en fait ça avance pas. En fait, plus tu regardes, plus tu avances pas, plus tu es dans le dur. Puis on voit des fois ces coureurs qui s'effondrent aussi à 42,2. Mais en fait, s'ils n'avaient pas regardé leur montre ou si la ligne d'arrivée était plus loin, ils seraient allés jusqu'à la ligne d'arrivée qui est plus loin.
et il se serait effondré plus loin. Donc en fait, se fixer des barrières, ça fait qu'on s'arrête à ces barrières, j'ai l'impression. Donc moi, les chiffres, limite, je les regarde pas, quoi. Ça me parle bien d'ailleurs, le nom de l'association, Au-delà de l'effort. Oui, j'y ai pensé. Au-delà du mur et au-delà de l'effort, ouais. T'as pris des réserves de sécurité pour tous les couacs, effectivement, parce que ça peut arriver, c'est clair. Mais est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait des tracasseries administratives ou même, alors pas forcément politiques, mais tu es porteur d'un message d'espoir. Je suis intimement convaincu que tu ne vas pas avoir de problème, en tout cas au départ, sur les premiers milliers de kilomètres. Mais est-ce que tu pressens ou anticipes peut-être des freins quand tu te rapprocheras de la destination ? Parce qu'on ne voudra pas justement qu'il y ait trop de lumière qui soit mise sur ce genre de conflit. C'est une bonne question. On ne sait jamais. On ne sait jamais, et moi je pars du principe que le message, c'est un message de paix, de solidarité et d'entraide. Donc, à mon avis, on devrait pas me stopper à ce niveau-là. Je peux comprendre que les gens, certains, ils en aient marre qu'on parle de ce conflit, mais en même temps, les gens qui sont dans ce conflit en ont marre que ce conflit dure aussi, et ils n'ont rien demandé. Puis après, je comprends qu'on ne veuille pas forcément les aider parce qu'on ne les connaît pas. Puis moi, en fait, c'est ce que je trouve beau, d'aider justement des gens qui ne connaissent pas, qu'on ne connaît pas. Et puis en fait, moi, je m'imagine toujours, si j'étais à leur place, puis que quelqu'un avait fait ça pour moi, moi, ça me toucherait en fait. Du coup, j'espère pas être arrêté. Puis au pire, si je suis arrêté, j'expliquerai le but, et je pense que si j'explique comme je viens de l'expliquer, ça ira, et je pense pas que ça posera de problème, parce que c'est vrai que pas tous les pays en Europe de l'Est sont hyper copains, parce que voilà, il y a des pays qui se disent il y a tous ces sous qui sont allés en aide à la population ukrainienne, mais en même temps, oui, il y a tous ces sous qui y sont allés parce que ils en ont besoin, parce que leurs installations elles sont détruites, parce qu'ils n'ont plus de chauffage, que pendant l'hiver il a fait -20, et les autres pays ils n'ont pas ces soucis-là. Donc après, je peux comprendre si, j'en sais rien, par exemple en Slovénie ou en Slovaquie, je sais pas, et par exemple si cette population elle s'entend pas énormément avec la population ukrainienne, peut-être qu'il y aura aucun coureur avec moi. Mais même, je suis même pas convaincu, parce que finalement, au sein d'un même pays, on voit, il y a plusieurs partis politiques, il y a des gens qui sont fâchés, puis il y en a d'autres, au contraire, qui vont venir aider. Donc moi, je pars confiant, quoi. Je pars toujours positif et confiant, et faire au mieux s'il y a un pépin. C'est quel jour déjà ? C'est 6 juin ? Non, c'est quand ? Le départ. Pourquoi j'ai en tête le 6 juin ? Non. Alors le 6 juin, c'est la date à laquelle on part sur le GR20 avec ma compagne. Ah ouais, voilà, ouais. J'ai jamais noté un 6 juin, donc ouais. ça n'a rien à voir. Ouais. c'est les vacances avant de partir. Exact, en fait c'est nos 10 ans, on les fête en faisant le GR20. Vous me direz, on aurait peut-être dû faire le GR10, mais le GR10 c'est la traversée des Pyrénées, je crois que c'est 3 ou 4 fois plus long que le GR20. Moi ça me dérange pas, mais Morgane, le GR20 ça lui suffit, c'est déjà un bon morceau. Non, mais voilà, il faut avoir le temps de le faire. Et ça fait aussi un peu partie de l'entraînement du projet, même si c'est aussi des vacances et puis aussi nos 10 ans. Tout ça se combine. Non, la date de départ officielle à laquelle on part de Suisse avec le camping-car, c'est le 23 juillet. Et la date à laquelle on part de Monaco, où je pars à pied de Monaco et l'équipe part en camping-car, c'est 24 juillet. Arrivé en Suisse, vu que là j'ai fait les premières étapes, je peux t'en parler. Arrivé en Suisse, prévu le 31 juillet. Passage du col du Grand Saint-Bernard, descente de toute la vallée jusqu'à Vernaya. Et ce jour-là, j'ai prévu une journée un petit peu plus courte, justement, parce que c'est le seul endroit sur quasiment tous les 2000 premiers kilomètres qui sont le plus facilement accessibles. Et où finalement y a des gens qui peuvent venir soit pour faire une des dernières étapes qui va m'emmener à Vernaya, soit le lendemain, le 1er août, pour repartir de Vernaya s'ils veulent faire un bout et puis après faire demi-tour, ou alors simplement être là pour quand j'arrive à Vernaya et puis passer un petit moment avant que j'aille manger et me coucher pour continuer le projet et la performance sur la Via Alpina. 24 juillet, c'est dans 2 mois. Ouais. On enregistre l'épisode le 15. Qu'est-ce qui te reste à faire d'ici là ? Beaucoup de choses.
Tu me diras, on n'est jamais prêt, même quand on part, si ça se trouve, on ne sait pas si on est prêt, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Physiquement, je suis prêt. Mentalement, je suis prêt. C'est déjà deux bonnes choses, on va dire. C'est encore beaucoup d'organisation. Typiquement, la création des étapes. J'en ai créé que 9 sur les 25 de la Via Alpina. Mais ça, j'adore faire, donc c'est pas un problème. Ça prend juste un peu de temps. Il y a encore un peu des fonds à trouver pour tous les coûts liés à la logistique du projet. Des partenaires, des partenariats. Donc en fait, il me faudrait soit un peu plus de fonds, soit un peu plus de partenariats qui me diminuent mes coûts logistiques du projet. Genre typiquement, je pense au carburant. Le carburant pour tout le projet, pour le camping-car, ça représente presque 3000 francs. Après, ouais, ça c'est beaucoup, mais j'ai confiance. Je me dis que je vais encore trouver. Il me reste la fin du mois de mai. Pendant le GR20, je vais difficilement pouvoir trouver des partenaires, mais une fois que le GR20 il est fini, je vais pouvoir continuer un petit peu. J'attends encore quelques réponses. Euh, J'espère trouver soit une assurance, soit une banque, ou au mieux les deux qui souhaiteraient se joindre au projet et le soutenir. Il reste encore aussi à calculer un petit peu qu'est-ce que je vais manger chaque jour, et du coup trouver, enfin savoir ce que je vais manger, mais en l'occurrence est-ce que je vais prendre, j'en sais rien, des tartelettes de la Migros, est-ce que je me mange une tartelette par jour, deux tartelettes par jour. J'ai aussi pris la nutrition sportive, mais du coup combien de gels, est-ce que je vais utiliser des gels, comment je vais porter, j'en sais rien, la poudre par exemple que je vais mettre dans mon eau. Il y a plein de petits de petits axes logistiques qui sont pas encore prêts. Euh, Également des petits. Je vais me préparer des petits, comment on appelle, protocoles. Justement, si tout d'un coup j'ai une douleur, et qu'est-ce que je peux mettre en place? Est-ce que j'ai pensé à prendre tout le matériel que je ne dois pas oublier, pistolet de massage, huile de massage que je me fais moi-même, compléments alimentaires, etc. Il y a aussi tout le côté, ça on n'en a pas parlé, mais en fait tout le projet, ce sera possible de le suivre avec GPS. Il y a un suivi GPS live qui sera mis en place pendant toute la durée. Et ça, je dois encore me décider là, cette semaine, la suivante, avec quelle entreprise je veux travailler. Il y en a une, comme c'est un projet humanitaire, ils me font une belle offre, une offre sympa, pas trop coûteuse. Donc à voir si je travaille avec eux. Si je travaille avec eux, je vais devoir leur fournir le tracé GPS. Je vais devoir le mettre sur mon site internet. Il y a mon site internet que je dois encore mettre à jour, que j'essaie de faire vivre avec différents chapitres, différentes informations, comme les étapes. Toutes les étapes que je crée dans mon fichier Excel, j'aimerais les faire apparaître d'une façon plus ou moins jolie sur mon site internet pour que les gens puissent savoir, ah ok, à telle date, il sera à tel endroit. Si tout d'un coup, quelqu'un a envie de se joindre au projet en vélo, à pied, peu importe. Il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses. Plus les entraînements, plus encore une course que je fais au Swiss Canyon Trail, où c'est une course d'entraînement, mais c'est une course d'entraînement où j'ai envie de performer, parce que performer, c'est aussi préparer le corps à plus d'efforts. Ouais, et puis c'est pas des petites semaines d'entraînement, c'est les grosses semaines, comme la semaine prochaine, je pense que je serai à peu près à voir, j'ai pas encore calculé la semaine prochaine, mais peut-être 20 heures d'entraînement. Puis il faut encore manger, dormir, promener le chien, passer du temps avec Morgane. Heureusement qu'on n'a pas d'enfant, parce que Ouais, effectivement. Ouais. Il y a un point, justement, je t'avais pas demandé. Tu occupes à quoi tes journées, en fait? Parce que professionnellement, j'imagine que tu dois avoir un employeur, si t'es salarié, tu dois avoir un employeur qui est très compréhensif, quand même. j'ai plus d'employeur. C'est pour ça que l'année passée, c'était une année difficile. J'ai fait 6 ans comme pompier professionnel à Lausanne, et le début d'année a été très compliqué, mais finalement comme les 3 années précédentes. Et j'ai pris une décision difficile, où en fait je me suis dit, est-ce que c'est une vie finalement de rester à un endroit où ça va pas, où je me sens pas bien, et du coup juillet 2025 je démissionne, et du coup je termine fin octobre. Donc je suis en recherche d'emploi. J'espère trouver pour après le projet.
Donc on verra, mais en l'occurrence, ben, j'ai du temps ben, du coup aussi pour chercher, chercher du travail que je fais toutes les semaines. Et puis, bah, du coup, pour m'entraîner et pour le projet. Donc finalement, l'un se combine bien avec l'autre, parce que c'est vrai que sinon, organiser un projet comme ça, ce serait, je ne vais pas dire impossible parce que rien n'est impossible, mais très très dur, sachant que bah, je fais déjà quasiment tout seul au niveau de la préparation du projet en lui-même, même s'il y a des gens qui m'aident financièrement, qui m'aident chaque jour, Morgane qui m'aide dans mon planning et autres. Euh, Toute l'organisation du projet, c'est moi tout seul. Donc contacter les partenaires, leur répondre, essayer de trouver des accords. Ça représente, j'essaye de faire ça, des jours j'en fais 5 heures, des jours je fais 3 heures, des jours je fais zéro, puis du coup je me dis zut, j'ai perdu une journée. Euh, mais voilà, c'est comme tu dis, je suis presque mon propre employeur, mais je suis pas payé pour ça. Voilà. Tu fais quelque chose qui a quand même du sens et je pense qu'en soi, ça reste quand même quelque chose d'admirable. Et puis, indépendamment du fait que bah, tu travailles pas pour quelqu'un, ce que tu fais, ça compte et puis tu pourras l'utiliser, peu importe l'issue, parce que rien que la volonté d'avoir voulu essayer, c'est quelque chose d'admirable et puis ça va pouvoir t'aider pour la suite, j'en suis certain. Oui, je pense, effectivement, t'as raison. Quand on organise un projet comme ça, bah, il y a plein de choses qu'on peut mettre en avant. Il y a énormément de choses que j'ai apprises bah, ces derniers mois. Et du coup, bah, aucun regret, quoi. Je suis content d'être parti, je suis content de m'être lancé dans ce projet. Et ouais, vraiment, ouais, j'ai tellement appris de choses. Un truc de fou. Et rencontrer des gens aussi, franchement, rencontrer des gens incroyables, quoi. Donc, non, c'est une expérience énorme. Monstrueux. Appel à l'action peut-être avant de laisser les gens. Donc j'ai cru comprendre que tu as quand même encore besoin d'aide. Donc pour les personnes qui veulent se renseigner, se documenter, te soutenir, comment ça se passe? Ouais, bah merci, ouais. Bah, les gens qui ont envie d'aider la réalisation du projet, le côté logistique, moi je compte beaucoup sur les institutions, bah, comme je l'ai dit avant, banque, assurance, mais c'est pas si simple de trouver des partenariats avec eux. Du coup, heureusement qu'il y a ce financement participatif, et du coup, il y a plein de petites contreparties assez sympas sur ma page de financement participatif. Typiquement, dès un soutien de 30 francs au projet, bah, on a accès à ce groupe WhatsApp du projet avec les nouvelles jour par jour de l'avancée du projet. Euh, il y a aussi des huiles de massage que je fais moi-même, que j'utilise moi-même depuis bah, maintenant plusieurs années. Il y a une nouvelle contrepartie qu'on a créée cette semaine avec Hugo, qui est pilote, qui va être pilote d'avion. Enfin, il a déjà quasiment, enfin, il a son papier. Euh, le 1er août et le 2 août, il y a des vols qui seront organisés pour essayer de me voir pendant la traversée des Alpes. Et du coup, bah, c'est une expérience pour les gens qui achètent cette contrepartie, parce que du coup, ils vont pouvoir voler pendant 1 heure et demie en dessus des Alpes, voir ces paysages magnifiques. Et en même temps, bah, c'est un tarif un petit peu plus grand, peut-être que si c'était uniquement juste un vol privé, mais qui vient en aide, en soutien au projet. Euh, donc voilà, c'est par exemple une contrepartie. Je fais aussi des plans d'entraînement, mais que l'argent de ces plans d'entraînement vient uniquement en aide au projet. Euh, donc voilà, il y a ce levier-là, c'est le principal levier. Et puis après, si les gens ils ont plus envie de soutenir la cause, bah, il y a le site de l'association, justement le nom que tu aimes bien, au-delà de l'effort. Et là-dessus, il y a la récolte solidaire qui a déjà commencé. En fait, j'ai déjà fait un peu des paris à ma course du dernier survivant. Et je crois qu'il y a déjà presque 500 euros sur la cagnotte. Et le but, eh ben, ça va être que pendant toute la durée du projet, on essaye d'atteindre 140 000 euros, parce que 140 000 mètres de dénivelé positif du projet. Et si c'est plus, bah, c'est génial, quoi. Donc voilà, il y a ces deux axes-là. Merci d'avoir posé la question. Magique, magique, j'espère. Je te souhaite de tout cœur d'y arriver. D'ailleurs, dès qu'on aura terminé l'enregistrement, je vais faire un don, pas celui de l'avion. Merci. Merci beaucoup. Je vais faire un don et j'encourage toutes celles et ceux qui écoutent cet épisode-là, effectivement, à soutenir ce merveilleux projet de Fred. Et puis, je te suivrai au plus près possible dans cette aventure. Et franchement, je me réjouis en tout cas de voir ce que ça va donner, cette arrivée. Ouais, bah écoute, moi aussi, je me réjouis de voir comment ça va se passer ce projet. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé du nom du projet, mais
mais c'est courir pour unir. Voilà, je pense que c'est important. En anglais, je l'ai appelé Beyond Borders, au-delà des frontières, ça fait aussi beaucoup sens, parce que finalement, c'est juste des délimitations, c'est juste des langues différentes, mais au bout de toutes ces frontières, de tous ces kilomètres, de ces 14 pays traversés, c'est simplement des gens comme toi et moi qui ont peut-être besoin d'aide. Donc voilà, hâte de tout ça et peut-être de refaire un podcast à la fin de l'année, une fois que le projet il est terminé. Clairement, rendez-vous est pris. Trop bien, merci beaucoup pour Fred. l'invitation Hugo. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.